la question que tout le monde se pose désormais, le FC Metz joue-t-il l'Europe ? Le FC Metz s'enchaîne en Ligue 1. Les réalisations d'Abouachvili et Habib Diallo permettent aux Grenats de signer une deuxième victoire consécutive et de quitter la dernière place après match. Jamais 203. En tout cas, pour valider cela, il faudra passer par l'OGC Nice, prochain adversaire des Messins à domicile, avant match. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graoli Mag. Vous l'avez vu, changement de décor, pas question d'être sur le plateau. Nous sommes depuis les arènes de Metz pour l'ultime édition du Moselle Open. Mais nous, on va débriefer non pas l'ultime journée de Ligue 1, mais la 11e, avec encore une victoire du FC Metz. Je suis évidemment entouré de mes chroniqueurs afin de pouvoir parler de tout ça, à commencer par Franck Signorino. Bonjour à tous. Changement de décor, j'espère que t'aimes le jaune. Changement de décor, changement d'ambiance aussi, avec une ambiance moins pesante mais plus festive. Ah, il y a une semaine, c'était pas la même chose. Non, et je pense qu'on s'est mis au diapason du Moselle Open et de sa dernière édition. C'est beau, va falloir que ça continue un petit peu après aussi, sinon ça peut être très très long comme saison. Face à toi, ils sont deux. Arthur Carmier est avec nous. Salut Aymeric, salut à tous. Je suis un petit peu déçu, le petit traitement de faveur de Graillou, il s'est fait conduire, il a eu la petite ceinture. J'aurais bien aimé être emmené aussi comme ça. En plus, on lui met les informations à la radio. Hein. Attention. À tes côtés, Bertrand Antoine est avec nous, qui connaît tout le monde ici. Bonsoir, oui. Écoute, je suis messin de cœur et de naissance, donc forcément, avec les années, on rencontre des gens. On rencontre des gens, on va pouvoir poser une analyse sur ce match, si vous le voulez bien. On va commencer avec la première partie, c'est le journal de la Ligue 1. Retour donc sur la deuxième victoire consécutive de FC Metz, deuxième victoire de la saison sur la pelouse de Nantes. Vous l'avez vu dans le sommaire, Franck. Ça y est, le FC Metz est enfin lancé, on peut le dire maintenant ? Je pense que oui. Maintenant, il a accumulé pas mal de retard, donc ça serait bien de continuer cette dynamique pour compenser la dynamique négative passée. Maintenant, d'après ce que j'ai vu et ce que le FC Metz a montré cette dernière semaine face à Lens, face au FC Nantes, j'ai l'impression que, comme l'a dit le coach, défensivement, à partir du moment où tu ne prends pas de but, c'est plus facile de gagner des matchs. Et surtout, j'ai vu aussi un rééquilibrage entre la possession de balle, si cher à notre entraîneur et à son système de jeu et à sa philosophie, mais aussi avec pas mal de profondeur et d'appel en profondeur, ce qui fait que ça a plus de verticalité et ça fait davantage mal à l'adversaire, et ça, j'en suis très heureux. C'est vrai que le contenu a un petit peu évolué au FC Metz, alors dans le bon, dans le mauvais sens pour les plus puristes à voir. En tout cas, au niveau des statistiques, on a vu un match plutôt serré, si vous voulez regarder, au niveau de la possession, 52% contre 48, 16 tirs à 14, 4 tirs cadrés pour Nantes, 7 pour le FC Metz. Bertrand, c'est vrai que depuis 2 rencontres maintenant, alors le classement a évolué, mais on n'avait pas l'impression de voir jouer le dernier de Ligue 1. Alors que si on remontait il n'y a pas plus tard qu'une semaine, c'était totalement autre chose qu'on voyait. Effectivement, la confiance amène aussi à un moment donné un peu plus de sérénité. Donc le résultat contre Lens dans la semaine a peut-être et sans doute libéré les joueurs. Des choses qu'on avait vues d'une manière succincte ou par Simoni en début de saison, sur des bouts de match, sur une mi-temps contre Angers, sur des petits bouts à Monaco et contre Lyon également, sauf que les résultats n'étaient pas présents. Franck en faisait part la semaine dernière. C'est bien beau d'amener du contenu, s'il n'y a pas les résultats, c'est compliqué. Et puis ça s'était un petit peu effectivement délié avec le temps, et là on restait sur vraiment des contre-performances, non seulement en termes de comptable, mais en contenu également, et surtout en état d'esprit. Et c'est ce qu'on a retrouvé en tout cas à Saint-Symphorien déjà dans la semaine, mais effectivement ils l'ont confirmé avec une défense qui a pu enchaîner un deuxième match de suite. C'est la première fois de la saison que le coach enchaîne
à juste titre. On n'avait pas pris de but à Saint-Symphorien. Je crois qu'on n'en avait pas pris contre Le Havre. Et puis un peu par obligation aussi, on n'a pas peur de le dire. Il y a toujours les mêmes absents par rapport au match de mercredi, à savoir Ballo Touré à gauche, Sadibou Sané, Michel Mboula dans l'axe. Commence à plus trop avoir de choix non plus, mais c'est un mal pour un bien finalement. Finalement, de la stabilité, on en avait besoin. Et maintenant, ces joueurs-là, quand ils vont revenir, Sadibou Sané va rentrer, on va dire, dans le groupe. En tout cas, sera susceptible d'y rentrer. Mais quel va être le choix du coach, étant donné qu'il est sorti avec quand même une intervention plus que limite, en tout cas qui aurait pu être beaucoup plus maîtrisée. Et là, pour l'instant, effectivement, c'était pas le dernier. Et d'ailleurs, on n'est plus dernier de la Ligue 1, mais toujours relégable. Donc le chemin, il est encore long, mais en tout cas, ça fait du bien. Arthur, c'est vrai que dans le football, il y a souvent cette culture de l'instant. En ce moment, au FC Metz, on a l'impression que tout va bien. On a peut-être même tendance à oublier la temporalité de cette saison. C'est vrai qu'il y a une semaine, jour pour jour presque, on débriefait une défaite 6-1 face à Lille. Début à n'en plus finir encaissé par le FC Metz, une différence de but de -20. Et le FC Metz, finalement, est la seule équipe de Ligue 1 à avoir remporté ces 2 matchs de la semaine, ces 2 premières victoires de la saison. C'était pas forcément prévu au programme. Ça va très vite, ça va très très vite le football. C'est vrai que quand tu vois l'état d'esprit de cette équipe et les performances, il y a ne serait-ce qu'une semaine avec cette gifle à Lille, mais même depuis le match du Havre où certes le FC Metz n'avait pas encaissé de but mais avait joué vraiment avec le trouillomètre à 0, on sentait une vraie cassure avec cette équipe. Ce n'est pas pour rien que les supporters ont fait part de leur mécontentement, de grève d'encouragement, de choses comme ça. Et depuis cette victoire vraiment déclic à Lens, la victoire, ça a été vraiment la conséquence d'une prestation. Et ça a été la même chose à Nantes avec les mêmes ingrédients, où enfin on a vu une équipe qui avait cette volonté de se surpasser. Le système défensif a été revisité, mais il y a beaucoup plus de solidarité, de soutien. Le bloc équipe, le bloc défensif est beaucoup plus cohérent. On a un petit peu réajusté certaines choses, on parle de possession, etc. On n'hésite pas. Alors c'est toujours construit et recherché, même si c'est pas toujours bien fait, mais on a un point d'appui devant qui s'appelle Habib Diallo, qui peut garder des ballons de haut but, qui peut aider le bloc à remonter. Et le FC Metz a mis beaucoup plus de simplicité dans son jeu, sans perdre pour autant cette volonté de relancer quand c'est possible. Mais on se met beaucoup moins en danger comme cela. Mais la principale différence, ça reste cette volonté, cette grinta qu'on n'avait pas forcément, parce qu'on se regardait peut-être un peu jouer. On avait eu l'habitude de cette Ligue 2, on était au-dessus des autres techniquement. Je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience et le FC Metz a vraiment pris la mesure de ce qu'il saura faire, de ce qu'il pourra faire dans cette Ligue 1, et il faut que ça continue comme ça. On a entendu votre avis à chacun sur cette rencontre. On va écouter l'avis de Stéphane Lemillan qui était en conférence de presse. Après, on va pouvoir débattre un petit peu sur les différents événements de ce match, mais pas que. D'abord, on l'écoute. Ouais, il y a plein de choses. Il y a une prise de conscience de tout le monde, les joueurs les premiers, parce qu'on est affecté après ce qui s'est passé récemment. Voilà, on se demandait où c'est qu'on allait aller dans ce championnat. Est-ce qu'on était capable de gagner un match? Est-ce qu'on était amené à prendre beaucoup de buts, parce qu'on jouait Lens, qui était une grosse équipe, avant de jouer ici? Voilà, il y a plein de questions, je pense, dans la tête de tout le club, staff compris. Le fait de gagner aussi, c'est le premier match contre Lens. Il y a eu un petit déclic au niveau, voilà, ça a quand même soulagé de ne pas faire une saison hyper compliquée en gagnant pas un match. Bon, on a réussi à enchaîner, c'est parfait, c'est vraiment une belle semaine pour nous. Maintenant, il faut préparer Nice et puis pas retomber évidemment. Une belle semaine pour le FC Metz, une belle semaine aussi pour Stéphane Lemillan, qui a signé ses 2 premières victoires en tant qu'entraîneur en Ligue 1, lui qui le découvrait et qui a fait des choix pour ce match, le choix de la continuité. On va regarder la composition d'équipe, un seul changement avec la suspension de Gauthier pour avoir enlevé son maillot, on le rappelle. Petit changement un petit peu obligatoire avec la titularisation d'Ibou Sané. Alors 4-3-3 qui a évolué dans le match évidemment, mais... Franck, cette continuité, elle est claire qu'elle manquait au FC Metz. C'est pas forcément, on va dire, les plus grands noms qui ont joué. On pense à Stambouli qui était sur le banc, Boubacar Traoré aussi pour ne citer que. Mais finalement, on ne change pas une équipe qui gagne, et c'est vrai. Ouais, exactement, c'est de circonstances. Je dirais que
Tu n'avais pas eu de match référence jusqu'à présent dans cette Ligue 1 pour le FC Metz. Tu avais eu recours à des changements forcés entre les blessés, les suspendus, et, les contre-performances, les erreurs individuelles, etc. Et le premier match cohérent qui s'est soldé par une victoire, qui plus est sans prendre de but et face à un adversaire de qualité, fait que pourquoi tu vas changer une chose qui a bien fonctionné. Et puis moi, j'étais pas forcément étonné que Ibou Sané débute la rencontre à partir du moment où ça correspond à un joueur offensif comme Gauthier Hein et son absence. C'était un petit peu le joueur en forme, le super sub, on le rappelle, il a marqué à Lille, c'est lui qui est à l'origine du penalty face à Lens, qui fait la passe décisive à Gauthier. Donc je pense que quand je t'avais dit la semaine dernière que son but était peut-être un déclic à titre personnel, pas en termes de collectif parce que c'était anecdotique. Je savais qu'il fallait que je te lance là-dessus. Et voilà, et je pense que ça lui a donné de la confiance. Le coach l'a remis comme super sub. Il a encore prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. Maintenant, il gagne sa place de titulaire. C'est à lui de la garder, c'est à lui de continuer et peut-être à passer ce palier qui lui manque et qu'on lui prête depuis la saison dernière. On peut quand même s'attendre à ce que Gauthier Hein retrouve sa place parce que même s'il a fait des bonnes choses à Nantes, Ibou Sané, il est, comme on l'a dit, sur une bonne pente avec sa bonne entrée contre le RC Lens. C'est vrai que comme ça, dans ce rôle de numéro 10, d'une certaine manière, à la place de Gauthier Hein, c'est peut-être un des postes les plus compliqués. Comme ça, au milieu de terrain, vous avez constamment la pression des deux milieux défensifs adverses derrière vous, voire même trois parfois quand le milieu de terrain adverse est renforcé. Il faut beaucoup de justesse technique. Il en a manqué par moment, Ibou Sané. Si on peut mettre un point négatif sur sa prestation, c'est peut-être ça. Mais mine de rien, quand même, il enchaîne. On se demandait, mais qu'est-ce qu'il apporte concrètement quand il rentre en jeu? Mais là, ça fait quand même quelques matchs qu'il a, je pense, monté le curseur d'un cran. On reviendra un tout petit peu après sur Ibou Sané pour autre chose dans ce match. Avant ça, je m'adressais à toi, Bertrand. C'est vrai que Stéphane Le Million était attendu au tournant. Des choix juste dans la continuité, des choix juste dans les changements aussi. Car on le voit comme face à Lens, le match s'est un petit peu, on va dire, libéré dans les 10 dernières minutes, avec encore une fois 2 buts, dont celui d'Abouachvili qui venait d'entrer en jeu. C'est aussi à mettre à son compte, ça. Oui, et d'ailleurs dans les moments difficiles et dans les où il a été chahuté, dans les questions qui pouvaient lui être posées sur son cas personnel, il n'a pas fait fi de cela, mais par contre on sentait bien, et des échos que je peux avoir par rapport aux personnes que je connais au club, de son investissement, celui du staff. Je pense des échanges aussi avec la direction et Frédéric Arpinon, donc qui font que il a maintenu le cap alors que le bateau il tanguait sévère, très très sévère. Donc là, bravo à lui par rapport à cela. Maintenant, et tout le monde le dit, on parle d'euphorie. Attention à juste pas basculer dans cette euphorie. Tout le monde est dans son discours, on l'entend pas en tout cas. Clairement, mais tout le monde le dit en fait justement. Je suis peut-être mal exprimé, donc il faut faire bien attention à cela. En tout cas, ce qui me plaît, c'est qu'il garde sa philosophie, et il le dit d'ailleurs. Par contre, il a amené des modifications et des aménagements, et ça c'est le sportif, le joueur, c'est ce qu'on lui demande. Franck était sur le terrain en joueur de haut niveau. On doit être constamment dans l'adaptation, et d'ailleurs Roy hier sur son après-match contre Lyon disait que justement il regrettait que ses joueurs n'avaient pas été capables de s'adapter à l'exclusion rapide du joueur lyonnais, et qu'ils avaient dû faire les changements, enfin les rectificatifs à la mi-temps. Donc, concernant le coach, Stéphane Le Million, force de constater qu'il s'adapte aussi à la Ligue 1, et que ça demande forcément une confirmation sur la fin de la semaine avec ce match là qui arrive contre Nice. Mais le fait de ne pas prendre de but, comme ça a été dit précédemment, ça amène forcément plus de solidité, consistance. Le FC Metz avait quand même marqué 2 buts au Paris FC en déplacement, 2 buts à Monaco, mais par contre ils en avaient pris 3 et 5, donc forcément là c'est un petit peu plus compliqué de s'imposer dans ce genre de conditions. Mais clairement. Autre changement aussi qu'a apporté, alors, je pense, Le Million ou l'équipe, c'est que déjà contre Lens, j'avais pu entrevoir moins de passes latérales, moins de passes
à la handball et où tu as tendance à jouer parfois un peu plus directement, comme tu disais sur Diallo, ou encore dans la profondeur. Quand tu vois la première occasion de Sabali en première mi-temps, c'est une transversale de l'arrière droit. C'était Gebama, il me semble. C'est qui, ça, qui est quand même excellent dans ce jeu long. Voilà, qui a très beau jeu long. Donc parfois, il faut sauter, il faut surprendre l'équipe, il faut varier son jeu. Et chose que je ne voyais pas forcément beaucoup en début de saison, qui était calé et calqué sur le FC Metz en Ligue 2, qui avait tendance à avoir la possession, de jouer très latéral et de forcément s'exposer à se faire transpercer. Là, je trouve qu'il y a une bonne variation dans le jeu, avec cette prise de profondeur, et puis surtout aussi, ce qui permet, lorsque tu te mets plus loin le ballon, d'aller presser dessus. Et c'est de là d'où viennent les principales occasions du FC Metz, notamment le deuxième but, où tu presses, et sur une seule passe en profondeur, tu lances Diallo qui va faire le break. Donc, parfois, il faut utiliser ça, ce jeu de transition, et je pense que le FC Metz est en train d'apprendre à jouer à ça. Et avant de te lancer, Arthur, sur l'un des artisans de cette victoire, Bertrand, Franck, c'est vrai qu'il y a souvent les changements qui sont pointés du doigt pour Stéphane Le Mignan, qui sont sûrement tardifs. Mais là, c'était compliqué. C'est une équipe qui était en place, qui répondait bien à l'adversaire, à l'opposition. Comment on sait que c'est le bon moment pour changer ? Parce que c'est intervenu à la 70e, je crois, 75e, peut-être les tout premiers changements. Je pense qu'on ne sait pas quand c'est le bon moment. Ça, c'est au feeling et surtout au scénario, le scénario du match qui fait que le coach, en échange avec le staff, il y a des allers-retours avec des personnes qui sont peut-être plus en retrait ou peut-être confirmer ce qu'il ressent aux abords du terrain. En tout cas, c'est sûr que sur ces 2 derniers matchs, ces choix, ils sont payants. Ils sont payants sur sa compo, sur son choix de jeu et sa philosophie. Et derrière, les rentrées d'Iboussane mercredi et là Dabouachvili qui quand même est le buteur. Alors certes, avec une erreur de relance, parce qu'on parle de l'interception, ou en tout cas le duel entre Lopez et puis Sabali, mais la relance du jeune Nantais... pour moi, c'est le principal, je pense. Responsable, parce que déjà, il se fait prendre sur un dégagement du gardien dans son un dos, premier temps. Ce qui est incroyable. Et après, il est un peu en dilettante à vouloir relancer, à vouloir la jouer comme ça. Donc certes, Lopez ne doit pas forcément sortir comme un boulet de canon, mais on connaît son tempérament. Justement, on l'a peut-être connu plus tranchant. Là, il s'est fait un petit peu rentrer dedans. Non, mais après, c'est compliqué parce que déjà, il est hors surface. Donc, peut-être qu'il y va avec un peu de retenue par rapport à d'habitude. Mais c'est surtout, moi, le Tati qui est doublement fautif avec cette relance, alors qu'il a l'occasion de se racheter parce qu'il se fait prendre dans le dos avec un dégagement plus ou moins raté du gardien. Tu parlais de se racheter, il y en a qui n'est pas doublement fautif, mais doublement à l'origine des buts du FC Metz. Arthur, c'est Cheikh Sabali. On ne va pas revenir sur son début de saison, sur tout ce qu'il s'est passé, mais on l'a dit, il n'y a qu'un seul moyen de se faire un petit peu, entre guillemets, pardonner, c'est par le terrain. Cheikh Sabali qui a été remuant, peut-être plus compliqué en première période, mais les 2 buts viennent de lui. Le premier sur ce pressing sur Anthony Lopez, et le deuxième, c'est lui qui lance la balle en profondeur pour Habib Diallo. C'est ça, il a su se montrer décisif malgré une première mi-temps assez compliquée. Il essaye de se racheter petit à petit. À Monaco, il avait fait un bon match, mais bon, dans le naufrage de la fin de partie, on va dire que c'était un petit peu inutile malheureusement, comme ce but de Diallo à Monaco. Là, les 2 garçons ont été décisifs. Ce qui me plaît, c'est encore plus contre Lens, son apport défensif. Comme ça, il est venu se greffer quasiment à une ligne de 6 avec Kofi Kwao. Là, il a beaucoup aussi donné en défense. Il est à droite, c'est un poste qu'on pensait pas forcément habituel pour lui, mais il fait quand même de bonnes choses. Ça peut aussi bouger au gré des matchs pendant la partie. Il s'est procuré une occasion à gauche, Franck l'a souligné. Donc c'est important qu'il se montre décisif parce qu'il lui manque encore ce but pour vraiment pleinement se redorer son image auprès des supporters. Alors moi, je rajouterais en fait sur le côté droit, je vais faire le lien par rapport à ce que vient de dire Arthur avec Kofi Kwao. Donc on parle de Cheikh Sabali qui est forcément décisif, mais Kofi c'est le meilleur joueur du championnat de France sur les interceptions, les duels au sol, 42 depuis le début de la saison. Et si on prend les 5 championnats européens, il est dans le top 10 à égalité avec un certain Arthur Atta, formé au FC Metz. Tiens.
Tiens. Alors, Donc, c'était pas moi, hein, j'ai pas eu de peur. c'est pour ça que j'ai précisé Atta. Mais effectivement, un certain Arthur. Donc, et ce qui me plaît, c'est que là, je mets en avant l'aspect défensif, et on en avait besoin, mais il est tout aussi important dans l'aspect offensif, parce qu'il amène donc une énergie. Et là, il me fait penser à un certain Mathieu Hudol, parce que si on fait le comparatif entre Kofi Kwao et Arthur Atta, on peut le faire avec Mathieu Hudol sur les ballons amenés sur le côté, alors lui sur le côté gauche, et donc et un ancien encore formé au FC Metz, et donc sur ces ballons où il amène des centres. Donc il y a vraiment cette capacité à bien défendre, à se projeter, amener des ballons devant le but. Et si on rajoute Gbamin, qui pour moi a été vraiment très très costaud et qui fait gage de sécurité, on a un trio là qui amène des bonnes choses au FC Metz en ce moment. Tu parles de Kofi Kwao, c'est vrai qu'on peut regarder peut-être certaines statistiques concernant les latéraux du FC Metz. Le FC Metz se donne des ailes avec Maxime Collin et Kofi Kwao. Encore une prestation aboutie de la part des deux joueurs. On aime en rire un petit peu. Maxime Collin, cette semaine au palmarès, c'est Florian Thauvin et Mathis Sabline. Rien que ça, Arthur, c'est vrai que sur les côtés, il y a eu du changement dans les centres, dans l'intention, dans les retours défensifs. On ne s'attendait pas à cette paire-là peut-être, mais finalement, pour le moment, elle répond présent. Et ça a bougé aussi. Il va falloir faire preuve d'un certain niveau pour aller bousculer cette hiérarchie, cette continuité aussi. C'était pas dans mon bingo de début de saison de voir Maxime Collin comme ça vraiment apporter de la stabilité à gauche. Qui récupère le brassard en plus sur le match-là, alors qu'il n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. Il n'y avait pas Gauthier Hagne, il n'y avait pas Benjamin Stambouli, mais ça ne me surprend pas aussi qu'il ait le brassard, parce que même si ce n'est pas un titulaire indiscutable depuis le début de son aventure à FC Metz, c'est un peu un des tontons, un des cadres du vestiaire. Le coach saluait son éthique de travail, même quand il ne joue pas. Un joueur qu'on adore avoir en tant qu'entraîneur, a-t-il dit. C'est ça. C'est un joueur qui montre l'exemple aux jeunes, il a de l'expérience, il a fait de très très belles années à Birmingham en Angleterre, dont une en tant que latéral gauche, on l'a appris avant ce match à Nantes. Et au final, c'est une vraie belle surprise. C'est la vraie trouvaille de Stéphane Le Mignan dans cette défense. Ça permet à Tsitsashvili de jouer plus haut. Ça permet d'avoir une vraie ligne de 4 défenseurs qu'on a réussi à maintenir 2 matchs de suite. Et on a vu le comparatif des statistiques. Il réussit plus de passes, mais forcément, c'est des passes avec beaucoup plus de sécurité que celle de Kofi Kwao, qui a vraiment un jeu plus à risque quand il prend son couloir. Maxime Collin apporte plus de stabilité, plus de sécurité. Il monte peut-être un petit peu moins, et c'est vraiment important pour le FC Metz de l'avoir comme cela à gauche. Et je suis pas sûr que Fodé Ballo-Touré récupère sa place de sitôt si Maxime Collin continue d'enchaîner les bons matchs comme cela. Il y en a un autre qui a enchaîné les bons matchs, en tout cas qui a peut-être été un petit peu libéré, Habib Diallo, qui a marqué ce deuxième but en fin de match. Un but important parce que ça permet de ne pas trop subir la pression que Nantes commençait un petit peu à mettre après l'ouverture du score. Un 50e but avec le FC Metz, peut-être un petit peu libérateur pour lui aussi. C'est vrai qu'on l'attendait un petit peu. Il a marqué contre Monaco, ça n'a finalement pas servi à grand-chose. On l'attend aussi au niveau des statistiques, Habib Diallo. Oui, c'est sûr. Alors maintenant, c'est vrai qu'il était très difficile de se mettre en lumière lors des matchs face à Toulouse, face à Lille, où il était vraiment esselé, comme une âme en peine. On l'a déjà un peu plus vu contre Lens, même si on a eu du mal à le trouver en première mi-temps. J'avais trouvé, c'était beaucoup mieux en deuxième. Et puis là, face à Nantes, tu t'aperçois que forcément, lorsque tu es poussé par tes milieux de terrain derrière qui font un pressing un peu plus haut, lors des interceptions. Agréable de voir le FC Metz attaquer à 4 joueurs. T'es facilement plus touchable. Donc là, lorsqu'on voit Sabali sur le deuxième but faire le pressing, récupérer le ballon et tout de suite lui lancer, Habib, il a pas perdu ses qualités du jour au lendemain. C'est sûr qu'il vient de 2 ans dans les pays du Golfe. Je pense qu'il faut quand même un peu de temps pour se réadapter au rythme d'un championnat européen et comme celui de la France. Je pense qu'il va gagner en maturité, j'allais dire non, mais d'un point de vue physique, d'un point de vue vélocité aussi. On l'a vu quand même, que j'étais étonné qu'il prenne de vitesse, parce que c'est pas forcément là-dessus qu'on l'attend, mais il a pris de vitesse cette équipe nantaise et il a su garder toute sa lucidité. Ça, on connaissait face aux gardiens. Je pense que c'est, comme tu disais, libérateur pour lui, pour l'équipe, et puis un sacré poids en moins, parce que je
pense qu'il commençait à s'impatienter tout de même. Bon, on restait un peu sur notre fin. Moi, le premier, je vais faire un petit peu mon mea culpa. Hier, sur sa première mi-temps, il m'a quand même franchement déçu. Il rate une grosse occasion dont on n'a pas l'habitude de le voir rater des occasions comme ça, Habib Diallo, parce qu'on sait tout ce qu'il a fait au FC Metz. La preuve, il avait mis 49 buts avant ça. On sait tout ce qu'il a fait à Strasbourg, où il est vraiment devenu un top attaquant de Ligue 1. Il y a eu ces 2 années, évidemment, en Arabie Saoudite, mais on ne voyait pas vraiment le vrai Habib Diallo. Et comme vous savez, je suis un très mauvais pronostiqueur, je me suis pas empêché de le dire, bon, il n'est pas terrible, franchement, Habib Diallo. Tu sais qu'il n'a pas fait de préparation. C'est ça, Mais... le secret, il est là. C'est que quand tu viens tardivement pour t'intégrer dans une équipe, même si tu es dans un terrain connu, dans un club qui te fait confiance, c'est pas le même effectif. De deux, tu n'as pas eu une préparation idoine, non seulement avec les appointances que tu peux avoir avec tes coéquipiers, mais encore plus d'un point de vue physique. Je crois qu'il était en conflit avec son club là-bas. C'est pas du tout les mêmes préparations, pas du tout le même niveau. Donc forcément, tu arrives avec 1 mois, voire 6 semaines de retard. Nous, qui sommes du milieu, on sait un petit peu, mais c'est vrai qu'on a tendance à être impatient, notamment du côté des supporters. Je pense que la deuxième partie de saison d'Habib Diallo sera d'un autre calibre. Il va falloir encore patienter un tout petit peu. Mais je pense que là, il est en train de monter en puissance. Et sur le plan mental, ça va lui faire un bien énorme, ce but. Comme tu l'as dit, ça débloque quand même certaines choses, parce que c'est un but décisif. À Monaco, il avait marqué, c'était un but somptueux. À Habib Diallo aussi, une finition parfaite, mais ça n'avait malheureusement pas été utile dans le scénario de la rencontre. Mais là, en plus, il prend de plus en plus de volume. Comme tu l'as dit, Franck, il rattrape peut-être un petit peu son retard. Dos au but, il a quand même un vrai poids au fil des matchs. On n'avait pas forcément vu ça sur la très mauvaise période du FC Metz entre Le Havre et avant la victoire face à Lens. Ça fait plaisir aussi de le revoir dans ce registre-là, parce que c'est là qu'on l'attend avec toute son expérience, sa force et sa qualité technique. On a vu quelques beaux gestes hier, son contrôle en aile de pigeon. C'est pour régaler les ralentis, ça. C'est ça. Il connaît avec les années, il sait quand est-ce qu'il faut faire les trucs, quand est-ce que la caméra est braquée sur lui. Justement, on parle de caméra braquée sur un joueur, on va revenir, parce que tout ça n'aurait pu ne pas exister dans ce match si cette action du début de rencontre aurait connu une autre tournure. C'est ce tacle d'Ibou Sané. Alors ça a un peu agité les supporters, notamment nantais, sur les réseaux sociaux. Très rapidement, messieurs, faute ou pas faute, rouge ou pas rouge selon vous? Pas rouge. Mais pas du tout, du tout. Et au contraire, bravo à lui parce que c'est un garçon que je trouve tendre depuis son arrivée, et là il fait preuve de caractère. On a besoin de joueurs de caractère, ça a été dit par les joueurs eux-mêmes, et là ils mettent des actes à leurs paroles. Et Ibou Sané, c'est peut-être pas celui qu'on attend. On attend plutôt un Sadibou un peu plus maîtrisé qu'un Ibou. Donc non. Alors je sais pas pourquoi il s'affole sur les réseaux. C'est incomparable. Non, incomparable par rapport à. Ah oui, à l'autre je ne compare pas les deux. Attention. Non, parce que justement, là, ça, comme tu dis, ça fait preuve d'engagement. Le tacle, il est glissé. Je vois pas ce qu'il y a de scandaleux. Voilà, je veux dire. Fallait juste pas se trouver sur son chemin après coup, quoi. Bah écoute, il embarque, mais pour moi, à la limite, si tu veux mettre dans sa poche un avertissement verbal, oui, pourquoi pas, dire faites attention à votre engagement. C'est ce qui a fait. Voilà, je veux dire, mais. Alors, encore une fois, ça n'est pas comparable avec le tacle de Sadibou Sané qui, pour moi, était inconscient. Pas maîtrisé. Toi, tu dis pas maîtrisé. Et moi, je dirais que c'était même avec une mauvaise intention. Tu vois, parce que, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà, rester politiquement correct. Voilà, c'est-à-dire que t'es trop tendre, Bertrand. Après, c'est bientôt c'est mal me connaître. Après, c'est sur l'instant. Hein, c'est peut-être. Oui. Je dis que c'est mal intentionné parce que tu vas vraiment pas pour avoir le ballon. Tu fais un tacle avec les 2 pieds en l'air à 1 mètre de hauteur. Tu peux pas me dire que c'était involontaire. C'est bientôt l'anniversaire de la piscine Lothaire. Elle a peut-être voulu faire un hommage à Sadibou Sané. Non, mais pour revenir à Ibou Sané, parce que finalement ils ont pris l'eau quand même. Quand les fils se touchent, parfois, voilà, c'est ça. C'est que je veux dire, c'est que c'est pas quelqu'un de méchant au préalable, mais sur le coup, tu vas pas pour prendre le ballon et uniquement le ballon. Voilà. La problématique, même si là on sort du débat d'Ibou et on parle de Sadibou, mais c'est que ça fait suite déjà à une intervention au Paris FC où il avait fait son mea culpa. Donc je pense que dans la vie, on a le droit de faire des erreurs sur un terrain de foot, on a le droit de faire des erreurs. Par contre, la répéter, c'est plus une erreur, c'est un choix. C'est compliqué.
Et puis On est d'accord. peut-être ce qui fait aussi rager sur les réseaux sociaux, c'est que il a fait aussi un deuxième tacle, on l'a pas vu à l'image, mais un petit peu par derrière, où là il prend que carton jaune, mais ça fait partie des faits de match. Sur son premier tacle, c'est sa première faute du match, comme vous l'avez dit, il met de l'engagement. J'ai aussi envie de saluer l'attitude de l'arbitre Gaël Angoula, qui c'est un ancien joueur, donc ancien défenseur très rugueux aussi, donc il sait ce que c'est, il connaît le métier. Des fois, c'est mieux pour l'intégrité d'un match de rappeler un petit peu tout le monde à l'ordre et de laisser les joueurs jouer, parce que le jeu appartient aux joueurs. Il a mis le temps et les gestes pour dire que ce sera la première et dernière fois, mais c'est vrai que d'autres auraient peut-être déjà sorti le rouge. Mais même aussi, ce que je dirais, même si parfois ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte, entre Sadibou et Ibou, il y en a un dont c'est le métier de défendre et de savoir tacler, et l'autre c'est un attaquant. C'est pas forcément dans ces genres de. Mais peut-être qu'à force de te faire tacler, tu apprends, tu vois. C'est peut-être ça le. Ouais, mais ça veut pas dire que tu les maîtrises. C'est ça que je veux dire, c'est qu'à la limite il y a un peu plus de maladresse. L'engagement sans savoir maîtriser le geste technique, comme tu dis, de maîtrise, alors que l'autre, c'est censé quand même être son métier premier. On va tenter d'intervertir les deux joueurs peut-être au prochain match s'il y a besoin. Messieurs, on va revenir sur les autres résultats de cette journée, car évidemment il n'y a pas eu que ce match entre Nantes et le FC Metz, mais bien d'autres. La victoire de Paris face à Nice, dont on va reparler. La victoire du Paris FC et de Marseille à l'extérieur, 1-0 contre Monaco et Auxerre. Rennes s'est relancé également, victoire 4-1 contre Strasbourg. Lens, après sa défaite à Saint-Symphorien, s'impose face à Lorient. Lille s'impose également. Ensuite, 2 matchs nuls pour terminer cette journée. Toulouse-Le Havre et Brest-Lyon, 0-0. Au classement, il y a des changements et c'est pas pour nous déplaire, vous le voyez, ce n'est pas un bug à l'écran, votre télé est bien réglée, mais le FC Metz n'est plus dernier de Ligue 1, il passe devant Auxerre, il colle même à ses adversaires directs, le FC Metz qui n'est qu'à 2 points de cette 13e place. Bertrand, c'est ça l'information de cette journée, c'est que le retard n'était pas énorme, on l'a dit, heureusement d'ailleurs, parce que là, en 2 victoires, le FC Metz se relance totalement dans cette deuxième partie de tableau. C'est vrai qu'il y a une semaine, quand on était à 5 points du premier relégable, difficile de croire que là, on serait à 2 points du 13e. Moi, ce que je note sur le classement, c'est si on prend cette 13e place sur les 6 dernières places, dont une qu'on occupe, on a joué 2 adversaires et on a marqué 4 points sur 6. C'est un nul contre le Havre et c'est une victoire contre le FC Nantes. Et je sais que Bernard, il n'aime pas qu'on dise ça, que c'est pas notre championnat. Les grandes guillemets de son championnat. Oui, alors mais reprenons tout simplement les stats pour l'instant. Sur les 6 premiers, on a pris 3 points sur 15. Donc on a joué 5 matchs. Et pour l'instant, on n'a pris qu'un point sur la partie moyenne. Si on oublie, le résultat du RC Lens amène forcément un bonus. On va dire qu'on avait peut-être utilisé sur les matchs contre Angers et contre Le Havre. Quoique Angers et Le Havre, regardez leurs résultats et regardez leur classement. Peut-être finalement, ce n'est pas des équipes qui sont si, je dirais, en difficulté que ça, même si elles l'étaient, ou en tout cas ce qu'elles ont produit. Au même titre que le FC Metz sur ce genre de match était compliqué. En tout cas, ça montre bien que le FC Metz a les outils et, donc pour bagarrer dans ce maintien. Et que là, aujourd'hui, on est à distance. Donc, je suis plutôt confiant par rapport à cela parce que ça amène une bouffée d'oxygène. Mais le chemin est encore long, comme on le disait. Je sais en plus que tu aimes les statistiques et tu avais pointé justement du doigt le fait que le FC Metz a connu un début de calendrier assez compliqué finalement avec les places de chacun. Avant cette journée, il y a une statistique. Metz a rencontré Strasbourg, Lyon, Monaco, Marseille, Lille ou encore Lens dans les 10 premières journées. Au niveau de la place moyenne des adversaires rencontrés par le FC Metz, c'est le FC Metz qui a eu le plus de difficultés. En moyenne, l'adversaire du FC Metz s'était placé à la 7e place. C'est le total le plus bas, enfin le plus élevé au classement pour les Grenats. C'est loin par exemple de Paris qui a joué contre les 10e notamment ou d'autres équipes. Donc c'est vrai que ça a été assez relevé et à chaque fois qu'ils les ont joués, c'est Lens qui était 2e à ce moment-là, Marseille qui était 2e à ce moment-là, Lille qui était bien et qui devait se relancer même s'il y a eu la Coupe d'Europe. Maintenant, il y a un autre adversaire qui est en forme en championnat, moins en Europe, on va en parler, c'est l'OGC Nice, le prochain adversaire du FC Metz. Ce week-end, on va regarder les statistiques, ils sont 8e de Ligue 1 avec 17 points. 5 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 16 buts inscrits, 16 buts encaissés. On peut citer Sofiane Diop comme meilleur buteur de ce club. Arthur, qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe de Nice? Parce que là, très clairement, dans notre esprit à nous, le FC Metz doit viser la passe de 3. J'en pense que c'est une équipe qui est illisible. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec l'OGC Nice. Ils ont fait un début de saison catastrophique et ils ont perdu à la maison contre Toulouse. C'est
pas vraiment un concurrent au maintien, mais on va dire une équipe de milieu de tableau. Toute fin de match de Djibril Sidibé, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ils ont perdu contre Toulouse en début de saison. Je crois qu'ils ont perdu contre Le Havre aussi. Ils ont lâché pas mal de points contre des équipes qui sont censées battre. Et ils ont fait une série assez énorme contre les gros du championnat. On peut la regarder pendant que tu en parles juste après. C'est 10 points pris sur 15 sur le calendrier d'octobre. Je vais te citer les équipes: Monaco, Lyon, Rennes, Lille et le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée. Et encore une défaite dans tout ça. Contre le Paris Saint-Germain, ils perdent dans les derniers instants de la rencontre. Ça s'est joué à 20 secondes près. Donc c'est une équipe qui est en forme. Forcément, ça va être une semaine un peu spéciale pour eux avec la Coupe d'Europe où ils sont vraiment pas bons du tout. Pour être gentil, je dirais pas que c'est la risée du football français en Europe, mais on n'en est pas loin. Donc attention quand même à cette équipe-là. Forcément, on ne peut pas mettre le FC Metz dans la peau d'un favori, mais ce que les précédentes rencontres nous ont appris, c'est que en Ligue 1, il ne faut pas faire ce type de calcul, peu importe l'adversaire qui se présente face à vous, qui plus est à domicile à Saint-Symphorien, où le FC Metz encaisse quand même moins de buts depuis le début de saison qu'à l'extérieur. On ne doit s'interdire de rien, et cette équipe de Nice, le FC Metz, est totalement capable de la battre, à condition de remettre aussi sur la table ce qu'on a vu lors des précédents matchs, avec cette solidarité en défense, avec cette discipline, avec cette rigueur et cette envie de faire mal sur des séquences de jeux rapides notamment. On l'a vu, l'OGC Nice qui s'est incliné 1-0 face au Paris Saint-Germain. L'occasion pour nous de lancer un mini-débat sur le temps qui nous reste. Après, on reviendra évidemment sur notamment les autres résultats du week-end côté FC Metz. Mais une victoire 1-0 dans le temps additionnel face à un OGC Nice ultra défensif, ça n'a pas vraiment plu à Gonzalo Ramos, l'attaquant du Paris Saint-Germain. On va l'écouter. En Ligue 1, ils défendent beaucoup. Ils ont 11 gardiens, alors qu'en Ligue des Champions, ils nous regardent dans les yeux. C'est sa citation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des moyens ou non de jouer? Parce qu'apparemment, quand on est le Paris Saint-Germain, en tout cas, jouer contre 11 défenseurs ou presque, c'est gênant. À chacun ses armes, on a envie de dire quand même. C'est un peu déplacé, je trouve, de la part de ce joueur de dire ça. Si tu es en Ligue des Champions, c'est que tu joues contre ce qui se fait le mieux en Europe face à toi, donc des adversaires qui sont qualitativement armés pour jouer contre toi et pour te défier. Dans les championnats domestiques, dans ce cas-là, il faut faire un championnat uniquement avec les équipes de toute l'Europe, comme ce qu'ils veulent faire, et bannir les plus petits budgets, les plus petites équipes. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit l'entraîneur de Nice, Franck Hez. Tu te bats avec tes forces, tu cherches à mettre en difficulté l'adversaire. En l'occurrence, tu resserres les lignes, tu le mets en difficulté. Alors ça plaît pas forcément, ça plaît pas non plus aux journalistes. Ça, je sais pour l'avoir testé avec le Stade de Reims. Et pourtant, on a une équipe qui a mis en difficulté cette équipe du PSG en gagnant, en faisant match nul. Mais c'est vrai que c'était avec des moyens défensifs, avec très rigoureux, très disciplinés. Et ça énerve, forcément, ça énerve parce que c'est un peu anti-football, anti-spectacle. Mais en même temps, tu ne peux pas nous demander d'aller à la fleur au fusil, de dire on vient se balader au parc, on est content, il y a une bonne ambiance. Je pense que pour le spectacle, là, ceux qui ont suivi le FC Metz en début de saison, ça devait être bien. 6-3, voilà. 5-2, c'est bien. Mais alors quand tu es entraîneur, derrière, pas sûr que ça plaise à ta dirigeant. Je sais bien qu'on voudrait que ça soit un spectacle et que le but, ça soit de marquer un de plus que l'autre, mais quand tu n'as pas les qualités ou les capacités de le faire, le but, c'est d'essayer déjà de ne pas prendre le but parce que si tu en marques un, tu as plus de chances de gagner le match. C'est ce que je dis. Le but du football, c'est aussi de se maintenir en Ligue 1, économiquement, etc. Ça engage beaucoup de choses. C'est d'essayer de faire le meilleur résultat face à l'adversaire et de s'adapter à l'adversaire que tu rencontres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je partage complètement ton avis et ton analyse. Et en plus de ça, c'est pas du tout les mêmes compétitions. Tu l'as bien évoqué avec le niveau. C'est deux compétitions différentes, donc forcément, c'est pas les mêmes adversaires, c'est pas les mêmes moyens, et les équipes, elles font avec ce qu'elles peuvent, et ce que souhaite le coach. Et d'ailleurs, le FC Metz est pas avec un coach, en tout cas, qui a la volonté de se mettre bas et de défendre coûte que coûte. Ils ont corrigé certaines choses, mais il y a cette volonté quand même de ressortir les ballons et puis de pouvoir attaquer. Donc non,
moi je la trouve aussi déplacée parce que en fait, mais je la mets sur le compte de la frustration. Oui. Parce que pendant tout un match, effectivement, c'est peut-être pas très sympathique, mais chacun fait comme il veut et comme il peut avec ce qu'il a. Il s'attendait à quoi? Est-ce que les défenseurs de Nice... allez-y, monsieur Ramos, marquez, faites vos statistiques. Non, mais je pense, alors, je c'est... ne veux pas dire pour le défendre, hein, mais pour essayer d'analyser un petit peu dans son ensemble, c'est vrai qu'on a déjà vu des équipes peut-être plus faibles sur le papier que le Paris Saint-Germain qui ont tenté de jouer, qui ont tenté d'aller de l'avant. Alors parfois ça peut payer au match nul, mais souvent ça finit des scores comme quand tu as des individualités comme ça en Ligue 1, en 3-0 contre Lyon ou à d'autres machins. Évidemment, ça arrange le Paris Saint-Germain comme ça fait du spectacle. Toi tu joues, tu profites un petit peu. Bon bah voilà, mais tout le monde n'a pas forcément envie de commencer cette compétition comme ça, surtout dans la dynamique de Nice, quoi. Est-ce que c'est le problème de Gonzalo Ramos et du Paris Saint-Germain, la tactique des autres équipes de Ligue 1, ça ne regarde que les coachs qui ont un plan de match pour essayer de ne pas perdre, pour essayer de gagner, de prendre des points, d'avancer au classement, comme l'ont dit Franck et Bertrand, c'est vraiment déplacé ce type de réflexion. Si lui-même c'est un attaquant de classe mondiale, justement, il a trouvé en plus la faille en fin de match contre l'OGC Nice, donc je comprends vraiment pas. Je comprends pas ce type de sortie. Si encore on était sur un personnage à la Zlatan Ibrahimovic qui pouvait se permettre ce type de tacle comme ça en fin de match. Ok, mais bon, j'ai envie de dire, ce n'est que Gonzalo Ramos qui dit ça, donc c'est assez déplacé. Indépendamment, je dirais, il faut respecter le métier. C'est pas simplement un loisir, c'est pas simplement un jeu, le football, notamment au haut niveau, c'est le métier de tout le monde. Chacun doit gagner sa croûte, la défendre. Puis il y a des conséquences avec les qualités. Il faut avoir confiance. Il faut avoir conscience de ses qualités. Tu vas au PSG, si tu y vas la fleur au fusil, en écartant les lignes, en privilégiant la possession de balle face à cette équipe, je pense que tu as tout faux. On va te rironner, on va te dire non mais et si tu fais l'inverse de ce qu'a fait Hez, on va dire il s'est pris pour qui, il n'a pas respecté le Paris Saint-Germain, c'est bien fait ce qui lui arrive d'en prendre 7, 8, 9 parce qu'il a eu tout faux sur la tactique. Donc au bout d'un moment il y aura toujours des critiques. Moi je trouve que c'était malvenu. D'ailleurs je n'ai pas entendu Luis Enrique en parler autant que ça. D'ailleurs il doit passer au-dessus. Maintenant c'est comme tu dis la frustration d'un joueur, mais il va en rencontrer d'autres. Et puis il y a des conséquences, hein, comme tu l'as dit, économiques. Si Nice ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, si un club descend, il y a des gens au-delà des footballeurs qui perdent leur emploi dans les clubs où ça va mal économiquement. Donc tout ce qu'on voit sur le terrain, il y a des conséquences. Et puis pour élargir le débat, on parle de spectacle, etc. Le FC Metz est certes plus pragmatique depuis 2 matchs, mais est-ce que vous voyez des mauvais matchs de football, franchement ? Non, moi, je vois des bons matchs de football, donc voilà. Le football n'est pas forcément binaire, donc je trouve ça assez réducteur quand même de faire ce type de sortie de la part de Gonzalo Ramos. Et le GC Nice qui aura d'autres choses à traiter, notamment sa sortie européenne de la semaine. Ça aussi, il faut le prendre en compte avant de se déplacer sur la pelouse de Saint-Symphorien. Il y aura un match face à Fribourg ce jeudi. L'Europe qui ne sourit pas à l'OGC Nice. On va le voir, l'OGC Nice qui est sur une série de 15 matchs sans victoire en Coupe d'Europe. C'est le 2e club français à perdre ses 3 premières rencontres de Ligue Europa. L'autre, c'était les Girondins de Bordeaux lors de la saison 2018-2019. Des défaites face à la Roma, Fenerbahçe et le Celta Vigo. Évidemment que le programme est relevé, on le voit. Les prochains adversaires, Fribourg, Porto, Braga ou encore Ludo Goretz. Il y a 2 mondes différents, tu l'as dit, ce sont 2 compétitions différentes, l'Europe et le championnat. Mais est-ce que l'Europe peut avoir des conséquences sur le championnat quand on voit que ça se passe mal comme ça? Parce que ça se passait mal avant, mais 10 points sur 15 quand même. Est-ce qu'il va falloir surfer un petit peu là-dessus quand même ou pas? Bien sûr, ça a une certaine influence parce que déjà en termes physiques, ça dépend aussi de la consistance de ton effectif. Alors là, tu soulignais les résultats de Nice en championnat. Et je crois qu'il y avait un joueur qui était déterminant, c'était Diop, qui est d'ailleurs en course pour le meilleur joueur du mois d'octobre. Je ne sais pas, d'après ce que j'ai compris, il est sorti blessé. Est-ce qu'il sera rétabli contre Metz? Je ne le souhaite pas. Enfin, je sais d'être rapidement rétabli, mais pas pour. Peut-être un peu trop juste encore pour le match, pour refaire un entre-deux. Mais déjà, ça serait un bon point pour le FC Metz, parce que tu t'aperçois que lorsqu'il n'est pas sur le terrain, finalement, ça pioche, même si c'est contre le Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, oui, l'Europe, ça prend beaucoup d'influx nerveux, beaucoup d'énergie, parce que tu as les déplacements, tu as le match en lui-même, tu as aussi la logistique, tu as aussi psychologiquement le fait de jongler entre les 2 compétitions. Et puis oui, après, parfois, il n'y a pas d'explication. Tu arrives à fonctionner en championnat et pas en Ligue Europa.
parfois ça influe énormément. Petit mot tout de même sur le FC Metz, Bertrand. C'est vrai que les matchs à Saint-Symphorien se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a 2 rencontres, c'était la défaite face à l'OM, 3-0. La dernière rencontre avec les supporters, une grève en début de match, puis finalement l'euphorie totale. Là, on va être encore une fois sur une ambiance totalement différente, peut-être du début à la fin même, parce que le FC Metz a peut-être réussi à les récupérer, ce qui lui manquait, ses supporters. Je vais reprendre on parlait d'Ibou Sané et son engagement. Le public à Saint-Symphorien, les supporters mosellans, ils ont besoin de ça. C'est dans l'ADN du club. Donc effectivement, là, ils ont montré, en tout cas sur 2 matchs, qu'il y avait matière à ce que les supporters les encouragent. C'est vrai que quand Saint-Symphorien chante, c'est fabuleux. Et la fin du match, on était ensemble. Voilà, moi, je me suis retrouvé à crier, tout simplement. Mais parce qu'ils nous ont emmenés à ces émotions-là. Et on cherche toujours des émotions. Les supporters, ils viennent au stade pour vivre ce genre de choses. Et surtout parce que à Metz, on a besoin de cet engagement, de cette volonté de dépassement. Franck le montrait bien à son époque. Je le voyais débouler sur son couloir Tu dis ça gauche. parce qu'il est en face de toi. Non, je pense à lui, je pense à Mathieu. Voilà, ça emmène en fait. Et c'est pour ça que je fais le lien encore avec Kofi Kwao, qui pour moi, au-delà de ses stats, son énergie, mais même son énergie quand il parle, c'est pas seulement sur le terrain. C'est-à-dire à la fin des matchs, il se cache pas. Il est rayonnant et donc il emmène. Et quand tu emmènes tes partenaires, l'équipe elle emmène le stade. Et je pense qu'ils ont tout le monde a envie de vibrer. Et voilà, donc j'espère qu'effectivement, à l'unisson, sur le terrain et en dehors du terrain, le FC Metz prendra un pied maximum contre Nice pour un résultat positif. Ce sont les joueurs qui ont la clé. Tu sais que les supporters sont capables de te dire les choses comme ils l'ont fait face à Lens en début de match, mais parce que ce sont les joueurs et l'équipe, de par ses prestations, qui ont amené ça. Et là, à l'inverse, tu verras que tu vas commencer le match contre Nice, ça sera une toute autre tournure. Les supporters sont déjà revenus à la cause du FC Metz et de leurs joueurs, parce que les joueurs leur ont montré qu'ils avaient compris ce qu'ils voulaient. Après, visiblement, la grève, ça marche bien, donc peut-être que pour les plus superstitieux, attention. C'est jamais agréable. Et c'est le jeu de dire, bon, on a besoin du public, etc. Mais des fois, ça, en tant que joueur, tant que tu n'es pas touché dans les faits et que tu ne vois pas ce qui se passe de tes propres yeux dans le stade, tu as du mal à peut-être prendre conscience. Et je pense que là, ils l'ont eu, la conscience. Il y aura donc ce match face à Nice ce week-end, mais pas que. On va regarder très rapidement la 12e journée de Ligue 1 qui sera la dernière journée avant la prochaine trêve internationale. Il y aura une pause juste après, donc ce serait bien de bien finir cette période pour le FC Metz. Paris FC Rennes dès vendredi soir, Marseille-Brest, Le Havre-Nantes ou encore Monaco-Lens samedi, Lorient-Toulouse, Angers-Auxerre, Metz-Nice, Strasbourg-Lille, Lyon-Paris. On le voit, beaucoup de chocs entre clubs du bas de tableau. Peut-être qu'il y a moyen de sortir de cette zone de relégation après la 12e journée. À voir. En tout cas, pour le moment, ce week-end a été ouvert pour le FC Metz, l'équipe pro, mais pas que. On va le voir. Les féminines ont gagné également. La réserve a gagné. Les U19 ont gagné. Finalement, que quelqu'un me présente le contrat pour avoir ça tous les week-ends, ça se passe plutôt bien pour toutes les équipes. Et ça, c'est une très bonne chose, Bertrand. On aime quand ça se passe ouvert pour tout le monde. C'est pas souvent qu'on a le droit à ça. On parlait des supporters, on parlait de Saint-Symphorien, mais on parle d'un club. Et le club doit être à l'unisson, surtout un club comme le FC Metz, parce que la formation fait partie de l'ADN du FC Metz. Et se sont greffés depuis quelques années le projet féminin. Et donc, que ça soit Hélène Schrub, que ça soit le président Serin, tout le monde est embarqué dans un projet commun. La formation, notre équipe professionnelle, parce que c'est forcément l'équipe phare et la locomotive. Donc quand elle va bien, les féminines ont quand même fait un début de saison plutôt de qualité avec Marine Morel. Et maintenant, les 19 sont bien classés, sont 3e. Les 17 n'ont pas joué parce qu'ils avaient quelques garçons en équipe de France. D'ailleurs, deux d'entre eux ont gagné donc le tournoi du Val-de-Marne. Donc c'est plutôt une bonne chose. Si la formation va bien, si les filles vont bien, notre équipe réserve, qui après avoir fait un début compliqué, vient d'enchaîner 3 victoires de suite. Donc bravo à eux. Et puis quand on aime le FC Metz et qu'on est supporter à Grenat, on a envie forcément que toutes les équipes puissent être opérationnelles et avoir ce jeu. Il t'oublie aussi l'équipe des vétérans.
vétéran Je vous en tête oublie de son jamais. championnat qui a gagné ce Je week-end. l'oublie Non, pas, mais mais c'est beau, c'est je beau l'ai ce pas que vous vu faites. sur la. Ah, C'est mais vrai, bon, ça. souvent, on est Non. bâclés. C'est aussi pour ça que ça fait d'autant plus plaisir de voir l'équipe première de Stéphane Le Mignan redresser la barre, parce que Stéphane Le Mignan, c'est un coach qui échange beaucoup avec le coach de la réserve, avec la formation, qui essaie de mettre des passerelles, et c'est très important dans le projet d'un club d'avoir cela, donc il faut espérer que ça dure le plus longtemps possible, avec des bons résultats et un maintien du FC Metz en Ligue 1. Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. On a su profiter de cette victoire face au FC Nantes. On reviendra évidemment sur l'actualité du FC Metz entre deux matchs de tennis au Moselle Open dès ce jeudi avec un invité. Vous le verrez sur nos réseaux cette semaine. Nous, on se retrouve très vite. Merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois, d'avoir fait le déplacement. Et nous, on se retrouve très vite sur Moselle TV.